la feuille Excel s'organisera de la manière classique, avec une zone pour mettre la liste de tous les paramètres, qui est ici assez longue parce que le modèle commence à être complexe. Ensuite, une zone de calcul, qui elle aussi comportera tous les éléments, tous les ingrédients de notre modèle. Une fois que l'on aura construit cette feuille de calcul, eh bien, on sera en mesure de programmer le solver pour maximiser la fonction W en choisissant la trajectoire d'émission. Une fois qu'on aura programmé ce solver, on le laissera tourner et il déterminera une trajectoire d'émission optimale maximisant W. Nous allons prendre le temps de parcourir cette feuille Excel pour décrire sa construction. Vous avez ici la zone de paramétrage avec une première partie consacrée aux paramètres climatiques que vous trouvez ici et que j'ai déjà décrite, donc je n'y reviens pas. La deuxième partie ici est consacrée aux paramètres économiques qui sont donc nouveaux. C'est l'apport de cette feuille Excel par rapport à la précédente. Vous avez d'abord les trois paramètres A, B et C qui permettent de construire la fonction de coût de la réduction des émissions de CO2. Vous avez ensuite les deux paramètres D et E qui, eux, participent à la construction de la fonction de dommage. Ces paramètres sont les mêmes que ceux qui étaient utilisés par Nordos, avec un dommage de 2% pour une augmentation de 3 degrés de la température et une fonction au carré, donc qui reflète le fait que les dommages vont plus vite, augmentent plus vite que l'augmentation de la température. Vous avez aussi les hypothèses que l'on a posées avec un taux de croissance du PIB de 3%, une augmentation linéaire de la population sur tout le XXIe siècle de 6 jusqu'à 10 milliards d'habitants. Le facteur d'actualisation, on fait l'hypothèse ici d'un taux de préférence d'environ 3% par an. Et enfin, le facteur de la fonction d'utilité, sigma égale 1, ce qui revient à choisir une fonction d'utilité qui correspond avec le logarithme népérien. Vous avez enfin ici les conditions initiales, une population initiale de 6 milliards d'habitants, un stock initial de CO2 de 340, une augmentation de la température en l'an 2000 de 0,5 degrés Celsius et un PIB de 32 10 puissance 12 dollars. J'ai également reproduit la table de conversion. Vous vous souvenez qu'elle sert à convertir les émissions de CO2 qui sont exprimées en gigatonnes en ppm dans la fonction d'accroissement de la concentration en gaz à effet de serre. Voici la feuille Excel une fois complétée. Dans l'ordre, dans ce tableau, nous avons les dates T ici, qui vont de 2000 jusqu'à 2100, en faisant bien attention que j'ai fait disparaître certaines lignes pour que le tableau soit représentable sur cette diapositive, et qu'il faudra faire réapparaître ces lignes pour construire et compléter le tableau. Vous avez ensuite les différentes projections des émissions de la population mondiale et du PIB mondial. Vous avez après ça les émissions effectives qui pour l'instant sont fixées identiques aux émissions projetées, mais qui, une fois que l'on aura complété le tableau et lancé le solver, seront différentes pour calculer la trajectoire optimale de gaz à effet de serre. Plus précisément, la différence entre ces deux colonnes nous donnera la politique de réduction des émissions de CO2. Vous avez ensuite le modèle climatique avec ST, la concentration en gaz à effet de serre, TT, l'accroissement de la température. Ensuite, vous avez la consommation par tête,
qui est égal au PIB effectif divisé par la population mondiale. Vous avez l'utilité actualisée et vous avez la fonction W qui est calculée ici, qui est notre objectif. Notre objectif, c'est, je le rappelle, de déterminer cette colonne dans le but de maximiser ce résultat. Les formules à utiliser sont rappelées ici. Vous reconnaissez ici le scénario RCP 8,5 qui consiste à partir de 40 en 2000 pour les émissions et à aller jusqu'à 140 linéairement jusqu'en 2100, ce qui revient à augmenter les émissions de 1 gigatonne par période. Vous reconnaissez ensuite ici notre scénario sur la population. On part de 6 milliards d'habitants en 2000 et on augmente linéairement jusqu'à 10 milliards en 2100. Et donc la formule à utiliser, c'est condition initiale plus le paramètre n multiplié par l'année en question, c'est-à-dire 0, 1, etc. Ensuite, vous avez la projection du PIB. On part de la condition initiale 32, que l'on multiplie par 1 plus G, avec G le taux de croissance, à la puissance l'année en question. Ici, vous pouvez rentrer a priori n'importe quelle valeur initiale, puisque c'est le résultat qui va être modifié par la feuille Excel à la fin de la simulation, mais je recommande de rentrer le même scénario RCP 8,5 au départ. Ensuite, vous avez l'accumulation des gaz à effet de serre qui démarre avec une condition initiale à 340, représentée par le paramètre S0, et qui ensuite augmente à chaque période, suivant une formule qu'on a déjà décrite. Donc par exemple, la valeur ici, à la date 1, s'obtient en faisant la cellule précédente, plus alpha multiplié par les émissions de l'année précédente, sans oublier de multiplier par le facteur de conversion, moins bêta, multiplié par la différence entre la concentration courante et la concentration naturelle. Vous avez ensuite la température, l'accroissement de la température, initialement égal à 0,5, représenté par le paramètre T0, et qui ensuite croît à chaque période. Par exemple, pour la date 1, on va prendre la température précédente, plus le paramètre ρ, multiplié par un terme entre parenthèses, égal à gamma fois l'excédent de concentration, moins la température précédente. Jusqu'ici, il y a peu de choses nouvelles. On va maintenant regarder la formule qui permet de calculer la consommation par habitant. On voit qui est donnée par cette formule ici. On voit à la fin que l'on doit faire le ratio D25 sur C25, ce qui correspond à la division du PIB projeté ici par la population projetée ici. Donc D25 sur C25, ça correspond au PIB par habitant sur la trajectoire dite au fil de l'eau. Ensuite, vous reconnaissez ici le coût de la réduction des émissions de CO2, qui est égal à A plus B, les deux paramètres, multiplié par E25 sur B25. Alors E25 sur B25, ça correspond à quoi? Ça correspond au ratio des émissions effectives par rapport aux émissions projetées. Moins C, un autre paramètre de notre fonction de coût de la réduction des émissions, multiplié par à nouveau E25 sur B25 au carré, divisé par 2.
Enfin, vous reconnaissez ici la fonction de dommage climatique, la fonction qu'on a déjà décrite plusieurs fois et qui a été proposée par Nordos initialement, que je généralise ici. Elle s'écrit 1 moins d multiplié par G25, c'est-à-dire la température de l'année en cours, puisque là on est en train d'appliquer la formule pour cette cellule-là, divisé par 3, le tout à la puissance E, en sachant que E va être fixé égal à 2, comme chez Nordos, et D est fixé égal à 0,02, ce qui correspond à un dommage de 2% pour une augmentation de 3 degrés de la température. Voilà, toute cette formule nous donne donc la consommation par habitant à la date initiale. Dans une dernière étape, nous devons calculer l'utilité de la population mondiale actualisée. Pour obtenir le résultat qui est ici, on utilisera donc cette formule-là. On reconnaît le premier terme ici, qui est l'actualisation, c'est-à-dire le facteur d'actualisation delta porté à la puissance de l'année en question, ici l'année 0, multiplié par la population mondiale, multiplié par la fonction d'utilité, avec une subtilité ici, qui est que la fonction d'utilité, on a vu, avait deux formules pour sa définition. Lorsque sigma égale 1, on doit utiliser ln de la consommation par habitant, c'est-à-dire H25, alors que lorsque sigma est différent de 1, on utilisera la formule H25 à la puissance 1 moins sigma moins 1, le tout divisé par 1 moins sigma. C'est la raison pour laquelle on fait appel à une condition si ici pour utiliser deux formules différentes selon la valeur de sigma. Vu que dans notre application, on va utiliser sigma égale 1, vous pourrez simplifier en utilisant directement ln de H25. Et finalement, on va faire la somme de toutes les valeurs précédentes, ici, pour obtenir ce qu'on appelle la fonction objectif, W, le bien-être intertemporel que l'on va chercher à maximiser. Une fois que le tableau est programmé, il reste à apprendre à Excel, et plus particulièrement au solver, à résoudre le problème qui est le nôtre. On se souvient que notre objectif, c'est de choisir la trajectoire d'émission effective, ET, dans le but de maximiser l'objectif W. Pour ça, il faut donc préalablement avoir activé le solver, parce que par défaut, sous Excel, il n'est pas activé. Je vous renvoie ici à des tutos sur Internet pour cette opération, parce que ça change selon la version d'Excel que vous utilisez. Une fois que vous avez activé le solver, vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue, dans laquelle vous avez plusieurs choses à renseigner. La première chose, il faut déclarer la cellule cible. Pour nous, la cellule cible, c'est W, c'est-à-dire la somme des utilités actualisées, qui se trouve en position H128 dans notre feuille Excel. Vous devez ensuite dire au solver ce que vous cherchez à faire. Il y a plusieurs possibilités. On peut imaginer de minimiser une fonction ou de chercher à atteindre une certaine valeur. Ici, notre objectif, c'est de maximiser, et donc, il faut cocher cette case-là. Ensuite, il faut préciser à Excel les cellules qu'il a le droit de modifier dans le tableau. Pour nous, les cellules qui peuvent être modifiées, c'est la trajectoire ET des émissions effectives, qui se trouve en position E25 jusqu'à E125 dans notre tableau. Enfin, on peut être amené à rajouter un certain nombre de contraintes.
du fait qu'il ne faut pas oublier que Excel ne comprend pas les données qu'il manipule et que, a priori, Excel peut tester n'importe quelle valeur, comme par exemple des valeurs négatives. Or, dans notre application, des valeurs négatives pour les cellules qui vont de E25 jusqu'à E125 seraient aberrantes, puisque ça reviendrait à admettre qu'il est possible d'émettre des quantités négatives de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire de préciser à Excel que ces cellules doivent être choisies positives ou nulles pour que ça ait un sens physique. On va donc rajouter cette contrainte. Une fois que vous avez programmé le solver de cette manière-là, vous pouvez cliquer sur Résoudre et vous allez laisser l'algorithme tourner pendant un certain temps et le laisser converger vers une solution. Une fois qu'il a convergé vers cette solution, votre tableau se trouve modifié et voici le résultat que j'ai obtenu au terme de cette simulation et de cet algorithme. Vous voyez qu'on a notre scénario initial, ici, les émissions du scénario RCP 8,5 qui était notre projection pour les émissions de CO2, et vous avez les émissions que Excel a calculées pour maximiser la fonction de bien-être intertemporel ici. Les valeurs ont donc été changées. Au départ, on avait les mêmes valeurs dans cette partie-là et dans cette partie-là. Désormais, il y a un écart entre les deux. Cet écart qui s'interprète comme une réduction des émissions de CO2 qui est recommandée pour maximiser notre fonction objectif. Donc l'écart entre les deux est de 1,2 gigatonnes de CO2 ici, environ 3,3 gigatonnes de CO2 ici, et ainsi de suite. J'ai représenté graphiquement ici la différence entre les deux trajectoires, donc sur la période 2000 jusqu'à 2100. En rouge, vous avez la projection des émissions, donc E étoile, ce qui correspond au scénario RCP 8,5. Et en bleu, la trajectoire qui est calculée par le solver, c'est-à-dire la politique optimale d'émissions de gaz à effet de serre. La différence entre les deux correspond donc à la réduction des émissions qu'il faudrait faire pour maximiser la fonction W. Plusieurs petits commentaires que l'on peut faire. Le premier, c'est que la différence entre les deux n'est pas énorme. Alors évidemment, ça dépend de la valeur des paramètres, notamment les paramètres économiques qu'on a retenus. Donc on peut être amené à tester des modifications des paramètres ABC, qui correspondent aux paramètres du coût de la réduction des émissions de CO2, et puis les paramètres D et E, qui correspondent aux dommages du changement climatique. Bien entendu, on s'attend à ce que si le coût de la réduction des émissions de CO2 diminue, la courbe en bleu va être tirée vers le bas, et si les dommages du changement climatique augmentent, même chose, la courbe en bleu va être tirée vers le bas, et donc la réduction des émissions sera plus forte. D'autres modifications plus structurelles de la feuille Excel pourraient également modifier la trajectoire d'émission optimale et donc la réduction des émissions de CO2 qu'il faudrait faire pour maximiser le bien-être intertemporel. Je vous proposerai d'étudier 4 scénarios possibles. Premier scénario possible, on pourrait rajouter le fait de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire choisir une trajectoire d'émission qui soit telle qu'à aucun moment on ne dépasse une augmentation de la température, un réchauffement
de 2 degrés Celsius. Autre scénario qu'on pourrait envisager, c'est le fait que le paramètre D, ici, de notre fonction de dommage, présente une discontinuité. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait supposer que le paramètre D prend la valeur 2% pour une température inférieure à 2 degrés Celsius et prend une valeur égale à 20% pour une température supérieure à 2 degrés Celsius. Il y aurait donc une discontinuité dans la fonction de dommage. Ce scénario renverrait à l'idée qui a été défendue notamment dans le rapport Stern, qu'il puisse y avoir un emballement climatique aux alentours de 2 degrés Celsius avec des phénomènes irréversibles et importants de dérèglement du climat. Autre scénario qu'on pourrait envisager, la fonte du permafrost, c'est-à-dire de ces terres gelées que l'on peut retrouver notamment en Sibérie, qui, une fois qu'elles sont dégelées, vont libérer des gaz à effet de serre et vont contribuer à renforcer le changement climatique. Je vous proposerai d'étudier ça dans un exercice. Et troisième scénario possible, on pourrait aussi revenir sur un des éléments que l'on a pris en compte dans notre modèle, dans lequel on a supposé que la vitesse de dissolution du CO2, d'absorption du CO2 par les océans est de 1 pour 120, le paramètre bêta. On pourrait imaginer que, au contraire, les océans puissent connaître un phénomène de saturation, notamment en se réchauffant, et qu'ils absorbent moins de CO2 au fur et à mesure que le changement climatique apparaît. Là aussi, vous pourrez trouver un exercice qui vous permettra d'appliquer ce scénario et de voir en quoi ça modifie la trajectoire d'émission optimale de gaz à effet de serre. Revenons à notre simulation de base et à la représentation graphique que nous proposons ici à la figure 4. Je voudrais apporter une précision sur l'interprétation des résultats. On peut observer qu'à partir de 2050, la courbe en bleu change un peu de forme et se met à converger vers la courbe en rouge. Alors qu'a priori, en poursuivant la trajectoire initiale, on aurait pu s'attendre à ce que la courbe en bleu suive à peu près cette direction-là. Comment peut-on expliquer cette observation ? En fait, ce résultat s'explique par la construction même du modèle et le fait que ce modèle soit basé sur un horizon fini qui s'arrête en 2100. C'est ce qu'on appelle un effet fin du monde. L'idée est la suivante. Ce qui justifie de réduire les émissions, c'est le fait que l'on contrebalance un coût présent, le coût de la baisse des émissions qui implique une diminution du PIB aujourd'hui, avec un effet futur, qui est que si on réduit les émissions aujourd'hui, on subira moins de dommages dans le futur. Sur la première partie ici, le coût que l'on subit en réduisant les émissions de CO2 est compensé par une baisse des dommages sur une période longue qui va jusqu'en 2100 du fait de la construction de notre modèle. Ce qui donc peut justifier assez facilement de réduire les émissions. Par contre, sur la dernière partie ici, le coût de la réduction des émissions est contrebalancé par un dommage qui va s'arrêter sur un horizon très court. Ce qui justifie moins, voire même pas du tout, de réduire les émissions de CO2. Il est donc tout à fait logique que sur les toutes dernières périodes ici, les deux courbes soient confondues, puisqu'il ne sert à rien, au sens du modèle du fait de son horizon fini, de réduire les émissions de CO2 pour une diminution des dommages qui n'aura pas lieu, puisqu'elle aura lieu après 2100. Ceci permet de comprendre pourquoi les deux courbes finissent par converger. Qu'est-ce que ça implique ?
Eh bien, ça implique qu'il faudrait en fait se limiter à une interprétation de la courbe seulement sur la première partie et ne pas s'intéresser à la deuxième partie. Si on voulait avoir une trajectoire bleue fiable au-delà de 2050, il faudrait en fait prolonger le modèle et faire la simulation jusqu'en 2200 par exemple. Dans la diapositive suivante, je représente le résultat de la même simulation, mais cette fois en m'intéressant à l'augmentation des températures. Vous avez en rouge ici l'accroissement de la température sur le scénario au fil de l'eau, et vous avez en bleu l'accroissement de la température sur le scénario optimal, donc pour la trajectoire d'émission qui maximise la fonction W. Je vous demanderai d'aller récupérer sur Moodle la feuille de calcul modèle intégré feuille vierge que vous pourrez compléter par vous-même, et notamment je vous demanderai d'étudier les 4 extensions suivantes que j'ai déjà présentées rapidement. Une première sur les accords de Paris, une deuxième sur la discontinuité de la fonction de dommage, une troisième sur la fonte du pergélisol ou le permafrost, et une troisième sur la saturation et la baisse de la dissolution du CO2 par les océans.